Suite à l'épidémie de coronavirus, le 31 janvier, 181 rapatriés français de Wuhan avaient été accueillis en confinement médical dans un centre de vacances à Carry-le-Rouet durant 14 jours. Le gouvernement a choisi cette commune pour son isolement et parce qu'elle se situe à seulement 35 km du centre marseillais spécialisé dans les maladies infectieuses le plus pointu de France, l'Institut Méditerranée Infection, dont le professeur Didier Raoult est le directeur. Marseille est une ville qui a une histoire qui est marquée par la médecine, les épidémies. C'est ici qu'il y a le plus de microbes au monde qui ont été identifiés. Ce bâtiment présente d'une manière intégrée, qui est unique au monde, d'une part des malades avec des spécialistes de maladies infectieuses, des capacités de traitement de maladies ultra contagieuses. On peut tout y faire, depuis le diagnostic, le soin, la réanimation dans le même endroit. On a investi plus de 25 millions d'euros dans l'achat de machines technologiques extraordinaires. Il y a des domaines dans lesquels on a le meilleur équipement au monde, en microscopie, en génétique, en protéines, en culture qui sont uniques. On a probablement le plus gros laboratoire européen de culture de microbes dangereux. Et à côté de ça, on a un énorme laboratoire diagnostique où on reçoit plus d'1 million de prélèvements par an. L'IHU produit plus de 700 publications internationales par an, une partie majeure de la production scientifique dans le domaine de la microbiologie et des maladies infectieuses en France. Le bâtiment a été conçu pour assurer un haut niveau de sécurité. Les portes sont équipées de serrures à carte, les locaux sont sous vidéosurveillance permanente, 2 agents de sécurité sont présents 24 heures sur 24 sur site, et ce personnel de sécurité est en contact direct avec les services de police par un boîtier Ramsès. La sécurité des agents et visiteurs est également optimisée. Les zones marquées de poissons de couleur rouge au sol ne sont accessibles qu'aux personnes vêtues d'une blouse, alors que les zones marquées de poissons de couleur verte sont accessibles sans équipement spécifique. De plus, l'IHU détenant une collection unique d'échantillons biologiques, les congélateurs dans lesquels ils sont conservés sont également sécurisés par serrure à carte dans une biobanque avec l'ensemble des techniques de sérologie, de biologie moléculaire et de culture, ainsi que les caractérisations par Malditoff, de diagnostiquer l'ensemble des bactéries, des virus, des champignons microscopiques et des parasites qui sont responsables d'infections chez l'homme, ainsi que l'ensemble des micro-organismes qui participent à nos microbiotes. Ce laboratoire diagnostique est en parfaite continuité avec les plateformes de recherche, la plateforme de séquençage, la plateforme protéomique, la plateforme de microscopie et la plateforme de culturomics, qui est la spécificité de notre IHU. Plus de 400 nouvelles espèces ont été décrites dans ce laboratoire qui dispose de la plus grosse collection mondiale de souches. Ici, nous sommes au niveau du laboratoire NSB3 de l'IHU. Donc c'est un laboratoire qui fait environ 1600 m². La sécurité, c'est d'éviter que tout pathogène qui soit à l'intérieur puisse sortir à l'extérieur. Pour ça, on a des systèmes de dépression, donc on est capable de surveiller la dépression à l'intérieur de ce laboratoire. Un deuxième aspect important, c'est la sûreté. Il faut savoir que dans ce laboratoire, on va manipuler des micro-organismes potentiellement très dangereux, par exemple le bacille de la peste, et on pénètre dans les zones en fonction de ces autorisations. Nous avons une unité de 25 litres d'isolement de très haut niveau de sécurité que nous pouvons graduellement activer pour traiter des maladies hautement contagieuses comme Ebola. L'unité est équipée d'échographies permettant de faire de l'imagerie au lit du patient. Nous prenons en charge les enfants et les adultes, y compris ceux qui ont besoin de réanimation, avec nos collègues pédiatres et réanimateurs. Un mini-laboratoire de niveau de sécurité 3, ultra équipé d'instruments les plus modernes, est intégré dans cette unité. En cas de nécessité, nous avons la possibilité d'utiliser des sarcophages pour pouvoir transporter ces patients hautement contagieux. Le professeur Raoult est le scientifique le plus cité dans le monde dans le domaine des maladies infectieuses. Avec ses collaborateurs, il a trouvé 1/3 des microbes qui infectent l'homme découverts depuis le début de la microbiologie mondiale. Il y a peu d'endroits dans lesquels il y a tout le monde à la fois, et donc ici on peut tout faire. Nous, on est là pour la réalité et pour la découverte. Bonjour professeur Raoult, merci de nous recevoir à l'Institut Méditerranéen Infection. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce que l'Institut est unique en France? Quelle est sa particularité? Écoutez, moi j'avais été conseiller du ministre de la Santé et de la Recherche il y a 18 ans maintenant. Et après toutes les crises sanitaires, je m'étais rendu compte que les crises sanitaires n'étaient jamais adaptées parce qu'on n'avait pas un centre dans lequel on pouvait avoir les malades, isoler les malades, avoir des moyens de diagnostic considérables au même endroit, avoir la recherche au même endroit, avoir un laboratoire P3, ici un laboratoire P3 qui fait 1600 m², avoir des lits qui soient susceptibles d'être isolés, si vous voulez, et j'avais écrit ça pour le ministère en 2003.
J'ai été invité à Shanghai en 2005 pour parler de maladies émergentes. Et quand j'ai vu l'hôpital de Shanghai, ça m'a renforcé dans l'idée qu'il fallait absolument faire ça, puisque j'ai vu que, à la suite de la réponse sur le SARS, la réponse de la Chine était exactement ce que je pensais qu'il fallait faire. Donc j'ai fait la même chose. Je n'ai pas réussi à faire quelque chose qui est cette dimension. En particulier, je n'ai pas réussi à avoir ce qu'il y a à Shanghai, c'est-à-dire un scanner en P3 qui permet de tout gérer de manière entièrement autonome. Mais on a fait ça à une certaine dimension qui permet d'avoir un étage entièrement autonome, y compris pour les maladies les plus contagieuses, de faire tous les tests sanguins, de faire tout le diagnostic sans prendre aucun risque pour l'environnement. Donc c'est en partie sur ce rapport que j'avais écrit, en partie sur mon expérience de 40 ans de maladies infectieuses, et en partie sur ce que j'avais vu à Shanghai, que j'ai décidé de faire ça. Et on a dessiné cet institut nous-mêmes, c'est-à-dire en voyant ce qui s'était passé dans différents pays, y compris en Italie, parce qu'il y a quelque chose qui n'existe pas à Shanghai, mais qui existe en Italie, qui sont les circuits extérieurs, vous voyez, c'est très très fonctionnel, comme ça. Plutôt que d'habiller les visiteurs restent dehors et peuvent discuter par interphone, et les patients peuvent les voir. Donc on a fait une synthèse d'un peu tout ce qui existait pour faire un nouvel institut. Oui, on a essayé de faire en plus dans cet institut que la qualité de vie soit bonne. Et donc, d'abord, le bâtiment est beau, on trouve, et puis il est décoré avec des fresques qui racontent d'une part les épidémies à Marseille. Donc il y a eu une épidémie de peste terrible ici qui a tué 30% de la population en 1720. Et d'autre part, on a demandé à un grand artiste, celui-là, qui est un grand artiste peintre de rue, de nous montrer comment il voyait les maladies infectieuses. Et donc il y a une très grande fresque, vous verrez, qui est une fresque qui montre les maladies infectieuses. En plus, on a fait pour les étudiants un amphithéâtre qui est comme les amphithéâtres grecs, si vous voulez, parce que c'est une ville grecque qui a été construite il y a très très longtemps à Marseille. Hein. Et puis, on a installé ici, on a essayé de faire que les gens soient le mieux. On ne fait pas la gymnastique dehors comme chez vous, mais on a un centre de gymnastique qui est dans le bâtiment pour que les gens puissent s'entraîner avec des machines pour pédaler, etc. Pour que la qualité de vie ici, des gens qui soignent et qui travaillent beaucoup, soit correcte. Et on a, en plus depuis 30 ans, fait le pari, qui est le même que la Chine, hein, qui est celui d'un surinvestissement dans la haute technologie, et donc on fait ce que j'appelle la course aux armements technologiques, c'est-à-dire on achète en permanence, où on utilise en permanence les nouveaux outils. Celui-là, c'est dans mon bureau, c'est le dernier. Vous voyez, c'est un microscope électronique de table qui vient à peine de sortir. On est les premiers à utiliser ça avant les Chinois. Et donc, ça marche très bien. Et donc, on voit bien que dans ce type de crise, si vous voulez, il faut avoir des instituts de cette nature. Par exemple, pour le dernier coronavirus, on a déjà testé plus de 5000 prélèvements. Vous voyez, d'accord ? Donc, on teste. Ce qui fait que on teste tout le monde, ce qui fait que l'idée de juste tester les gens qui viennent ou qui ont été en contact avec un sujet malade n'est pas une idée suffisante, puisqu'il y a des porteurs asymptomatiques, et donc on ne sait pas par où le virus circule. Et donc vous voyez que les 2 cas graves, mortels qu'on a eu en France, ils n'ont pas été détectés parce qu'ils ne correspondaient pas aux critères. Donc nous n'avons pas de critères depuis le début, on teste tout le monde. Très bien. Comment est composé l'Institut ? Globalement, il y a plusieurs étages. Alors, il y a 3 étages d'hospitalisation, qui sont bien sûr que des chambres individuelles, ils sont toutes en dépression, et le 3e étage est susceptible d'être transformé en niveau 3 de protection, c'est-à-dire avec un sas, avec des autoclaves pour sortir ce qui a été contaminé, avec un laboratoire interne pour pouvoir, et on peut utiliser de façon graduée cet étage, soit en le fermant pour 7 malades, soit pour 14 malades, soit pour 25 malades. Et donc, comme en moyenne, la contagiosité, c'est les données qu'on a qui viennent de Chine, hein, celle de Zhang, c'est que, en particulier avec la chloroquine, les patients restent contagieux pendant 4 jours. Donc si au bout de 4 jours, vous les faites sortir, avec 25 lits, vous traitez énormément de gens. Oui. Il y a combien de personnes qui travaillent ici à l'Institut, l'équipe que vous mobilisez ? Ici, en tout, on fait de la recherche, on fait de l'enseignement pour les étudiants. On a beaucoup d'étudiants en thèse ici ou en postdoc. On fait du diagnostic. Et donc, en tout, dans ce bâtiment, il y a 800 personnes. Et vous recevez des échantillons à analyser de toute la France ?
On en reçoit ici de la périphérie, hein, jusqu'à présent, parce qu'il y avait des laboratoires qui n'étaient pas ouverts encore à Nice, hein, jusqu'à présent, donc on le faisait pour les gens de Nice, et puis les gens qui nous les envoient, on le teste, mais il y a d'autres, on n'est pas les seuls laboratoires à faire ça. Comme vous le savez, c'est une technique très simple, hein, donc au contraire, il faut la généraliser plutôt que la localiser. Donc simplement, comme on est un pôle de veille sanitaire, on essaie de détecter les gens même avant que l'on ait su qu'en réalité on en trouverait sans identifier leur provenance. Donc on a commencé à tester tout le monde. Vous dites que c'est une technique assez simple. Est-ce que vous pouvez nous décrire les différentes phases, le processus pour dépister, analyser les échantillons? Oui, c'est une technique très simple parce que, par exemple, pour les prélèvements respiratoires, actuellement, avant ce nouveau virus, on testait 20 PCR, c'est la technique qu'on utilise, et donc de rajouter une 21e PCR, pour nous, ça n'est rien. Donc ce qu'on fait, c'est on reçoit le prélèvement, on le décontamine pour être sûr de ne pas infecter les gens qui vont le manipuler. Ensuite, on enlève les acides nucléiques, si vous voulez, qui nous permettent de reconnaître le virus. Et pour pouvoir reconnaître ce virus, grâce aux séquences qui ont été publiées extrêmement rapidement en Chine, hein, on peut désigner ce que nous on appelle des amorphes, c'est-à-dire des bouts d'ADN qui se fixent spécifiquement sur ce virus et sur aucun autre virus. On met ça dans la machine et la machine a une amplification de ce qui se passe entre ces deux-là. Et puis, en fonction des machines, entre 40 minutes et 1h30, on a le résultat. Mais c'est quelque chose, nous, ce type d'examen de PCR, on en fait plus de 200 000 par an. Donc si on en rajoute 5 000, oui, ça ne change pas beaucoup notre travail. Donc c'est un examen extrêmement banal. Dès que les séquences sont relarguées, donc ça c'est bien, c'est la Chine a relargué les séquences extrêmement rapidement. Dès que les séquences sont relarguées, on peut commencer les tests et très rapidement, il nous faut avoir un contrôle, c'est-à-dire un témoin positif, mais c'est très facile. On commande ou on fait une séquence artificielle du virus qui nous sert de témoin positif, et puis ça y est, c'est fini. Et que se passerait-il dans le cas si un des échantillons s'avère être positif, le processus? S'il est positif, on le contrôle toujours par... Nous, on a maintenant 3 techniques de PCR. Hein, donc quand il y a un qui est positif, en réalité, on en fait toujours 2. Mais si c'est positif, on le contrôle avec une autre technique. Nous, en plus, on l'enverra à un autre laboratoire pour que l'autre laboratoire le confirme. Mais bon, pour l'instant, on a eu un seul positif et qui a un positif très fort. Après, dessus, nous, bien sûr, on va tenter d'isoler le virus pour pouvoir voir si c'est exactement le même que vous avez ou si c'est un autre. C'est une vraie question. Et puis, ensuite de ça, on va voir peut-être si on peut utiliser des outils nouveaux, en particulier ça. Je le saurai, si vous avez de la chance, on le verra tout à l'heure, de faire, si vous voulez, un examen en microscopie électronique directement du prélèvement, dont on peut avoir le résultat en un quart d'heure, encore plus vite. Ah oui. D'accord. Donc j'irai plus vite que vous ce coup-là, si ça marche. Et lorsque vous avez eu la confirmation d'un autre laboratoire que le test est positif au Covid-19, à partir de là, vous contactez le patient, il est directement mis en quarantaine ici au 3e étage, c'est ça? Alors, pour l'instant, là, généralement, c'est des médecins ou SAMU qui nous envoient les prélèvements, donc c'est eux qu'on prévient. Et après, l'endroit dans lequel le patient est transféré dépend de procédures qui nous échappent. C'est pas nous qui... Donc, c'est les autorités qui décident s'il doit venir ici ou s'il ne doit pas venir ici. S'il vient ici, oui, on le met au 3e étage, tant qu'il est positif. Donc, on va le prélever tous les jours, et quand il sera négatif 2 fois de suite, on dira, écoutez, il est plus contagieux, donc il peut rentrer dans un circuit normal. Très bien. Il y a d'abord l'isolement, puis le traitement. Tout à l'heure, vous avez parlé de la chloroquine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que ce traitement? La chloroquine, d'abord, c'est un médicament que je connais très bien depuis très longtemps, puisque moi, j'ai été le premier au monde à utiliser la chloroquine pour traiter les infections aiguës, en dehors du paludisme. Donc moi, je traite les infections avec des microbes, des bactéries intracellulaires, qui sont des parasites intracellulaires comme les virus. D'accord ? Et donc, depuis longtemps, j'ai écrit une revue là-dessus il y a 13 ans, on pense que la chloroquine sera un médicament qui doit être utilisé dans l'infection virale. D'accord ? Il y a eu maintenant 4 équipes différentes qui ont publié l'efficacité de la chloroquine sur 4 coronavirus différents. D'accord ? Le HKU, qui vient de chez vous aussi, Hong Kong, hein, le 229E, le SARS
et maintenant le virus récent de Chine. Et dans les 4 cas, la chloroquine inhibe la multiplication du virus, et on peut faire une déduction à partir de la concentration que l'on met dans le milieu pour empêcher la croissance du virus. Si cette concentration, on sait qu'on peut l'avoir chez l'homme, de penser que ça peut être efficace chez l'homme n'est pas une surprise. Donc dès que ce travail avait été publié, il y avait une conclusion, et il y avait d'ailleurs, je crois, une déclaration des autorités chinoises qui disait on va tester tout de suite cette molécule parce que manifestement ça marche. En plus, on connaît très très bien ce médicament qui a probablement été un des 2 médicaments les plus prescrits de l'histoire de l'humanité. C'était probablement aussi prescrit que l'aspirine parce que ça fait 70 ans que ça existe et qu'on traitait tous les paludismes avec ça. On faisait toute la prophylaxie du paludisme. Donc quelqu'un qui allait en Afrique, encore récemment, de France, il prenait la Nivaquine tous les jours là-bas et il la prenait 2 mois après en revenant. Donc on connaît sa sécurité qui est très grande. Hein. Donc c'était assez logique. Et donc récemment, le gouvernement chinois et des autorités et les scientifiques, on sait qu'il y a au moins une 20aine d'études comparatives en Chine avec la chloroquine ou l'hydroxychloroquine, qui est la même chose, c'est un dérivé un peu plus soluble. Et donc je pense qu'il était très raisonnable pour les scientifiques chinois de tout de suite dire, écoutez, on a un produit qui marche, et qui marche significativement, et qui réduit la durée du portage viral. Et donc, bien sûr, moi, comme je suis de très près ce qui se passe, quand on a vu, ça a été publié, alors ça a été publié d'une manière très préliminaire, en disant, écoutez, ce qui est normal, c'est de prévenir tout de suite qu'il y a quelque chose qui marche dans une situation où il n'y a pas de traitement. Donc, moi, j'ai expliqué que c'est ce qui était maintenant recommandé par les autorités chinoises, c'est recommandé par la société de pneumologie chinoise dont Zhong a été le président, et ça fait partie maintenant des guidelines de la Chine pour le traitement des pneumopathies pour ce virus ou suspecté pour ce virus. Donc ça me paraît tout à fait raisonnable de transférer cette recommandation en France, puisque nous n'avons pas de traitement pour cette maladie et que les seuls qui aient l'expérience, c'est vous. La chloroquine est donc un traitement, un médicament sûr, qui est facile à se procurer et peu cher. Oui, c'est endémique. Comme c'est un médicament très ancien, il est génériqué et il coûte très peu cher. Le comprimé de 100 mg, ça coûte 10 centimes d'euros. Hein. Moi, j'ai une expérience. J'ai traité 4000 malades avec de l'hydroxychloroquine, ma vie, parce que, comme je vous ai dit, j'ai mis au point un traitement qui est utilisé dans le monde entier, qui est le traitement de référence pour 2 maladies avec des bactéries intracellulaires. Et ce traitement, je ne l'utilise pas pendant 10 jours comme vous l'avez fait en Chine, j'utilise ce traitement pendant 1 à 2 ans. Donc je connais ce traitement comme personne ne le connaît. Et en plus de ça, c'est nous qui faisons les dosages, y compris ces dosages, on les fait pour une quantité de pays qui ne faisaient pas les dosages de chloroquine que nous faisons, qui nous envoient des dosages à faire ici, d'accord, y compris des États-Unis, d'Israël, d'Angleterre, parce qu'ils ne trouvent pas de laboratoire qui fasse ces dosages. Donc, si vous voulez, je vous défie de trouver quelqu'un qui connaisse mieux l'usage de l'hydroxychloroquine dans les pays européens. Il n'y a personne. D'accord ? Donc je sais exactement ce que c'est. Et sur des traitements de 2 ans, je n'ai jamais vu, en dehors d'une chose, qui sont les coups de soleil. Alors, il y a les gens qui prennent de l'hydroxychloroquine, pendant l'été, ils prennent des coups de soleil. S'ils ne se méfient pas, ils prennent des coups de soleil. D'accord ? Ça, c'est l'inconvénient majeur de ce traitement. Très bien. Mais pour des gens qui seront traités à l'hôpital avec de l'hydroxychloroquine, le risque de coup de soleil est faible. D'accord. Tout à l'heure, vous nous avez parlé de l'étude clinique qui a été faite en Chine sur la chloroquine. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Sur combien de patients elle a été faite ? Nous, ce qui a été communiqué, je vous dis, ce qu'on voit, ce qui est enregistré en Chine, c'est qu'il y a 20 études comparatives qui ont été faites en Chine. Mais on a l'habitude, vous savez, quand on fait des expérimentations, on a l'habitude de surveiller au fur et à mesure. Et s'il y a quelque chose qui est significativement plus efficace, on doit théoriquement arrêter l'étude parce que ça cesse d'être éthique de continuer une étude dont on sait déjà les résultats. Quand c'est bon pour les malades, on doit s'arrêter et dire écoutez, c'est bon pour les malades et maintenant on les traite tous. Toutes les études cliniques sont comme ça. Donc c'est ce qui s'est passé en Chine. Et donc la communication qui a été faite, c'est sur les 100 premiers malades qui ont été testés avec la chloroquine d'un côté et un traitement ordinaire de l'autre, qui montre qu'il y a une amélioration. Et donc, on n'a pas le détail de ça, mais la
il y a une communication officielle des experts scientifiques qui ont testé ça, et donc on est obligé de les croire. Encore une fois, il y a une discordance ici entre le fait que si c'était le Center for Disease Control américain qui disait ça, tout le monde dirait bravo. Là, parce que c'est le gouvernement chinois, on dit c'est les Chinois, donc on ne sait pas. C'est ce qui est insultant. Moi, je vous fais mes excuses à titre personnel. Merci. Et ce traitement est-il efficace, serait-il efficace sur tous les patients ou est-ce qu'il serait réservé à un type de patient selon l'âge, l'état avancé ou non Les recommandations actuellement de votre pays, c'est de traiter tous les gens qui sont symptomatiques avec ce virus, parce que, y compris les formes qui ne sont pas graves au départ, elles peuvent devenir graves. On sait qu'il peut y avoir des formes graves chez les gens jeunes, donc il n'y a pas une vraie prédiction possible en fonction des conditions du patient pour savoir s'il va faire une forme grave ou pas. Il y a des gens jeunes, il y a des gens qui n'ont pas de pathologie. Bien sûr, ceux qui sont plus âgés, ceux qui ont déjà une maladie, ont plus de risques de faire une forme grave, mais les autres, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas évoluer sur une forme grave. Et comme le médicament est vraiment anodin, on ne voit pas pourquoi on ne traiterait pas les gens qui ont des formes débutantes. Souvent, les formes qui ne sont pas graves, c'est les formes débutantes, c'est plus facile de les traiter à ce moment-là. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui l'utilisent? Et en France, qu'est-ce qu'on attend? Faut-il le feu vert du ministère de la Santé pour pouvoir commencer à donner ce traitement? Pour les autres pays, je ne sais pas qui c'est qui l'utilise, qui c'est qui ne l'utilise pas. Je ne sais pas qui a repris la stratégie ou pas, parce que ça rentre en compétition avec des tas de nouvelles molécules. Et donc, il y a des gens qui préfèrent que ce soit des nouvelles molécules pour des tas de raisons qui marchent plutôt que des molécules anciennes. Pour la prise en charge thérapeutique, les recommandations viennent du ministère, mais les traitements viennent individuellement des médecins qui prescrivent. Ce traitement ne fait pas l'unanimité chez les scientifiques. Certains émettent des réserves. Pourquoi? Je ne peux pas vous dire que je sache. Je ne comprends pas. Si vous voulez, les seuls qui aient l'expérience sont les scientifiques chinois. Personne d'autre n'a l'expérience. Ils disent quelque chose et celui qui est le porteur de ce message, Zhong, est quelqu'un qui est très connu. C'est quelqu'un qui a une production scientifique extraordinaire. C'est un grand scientifique. Tout le monde sait que c'est un grand scientifique. Et donc, que des gens qui n'ont jamais traité un patient qui avait un coronavirus chinois disent, les gens qui en ont traité des centaines et qui sont les plus grands scientifiques de Chine disent ça, et moi je pense le contraire, c'est simplement parce qu'il y a des gens qui pensent toujours différemment, ça c'est la vie. Après, ce qui est plus embêtant, c'est qu'il n'y ait pas une véritable information qui se fasse. Moi, c'est ce que je recommande, c'est que nos autorités de santé se mettent directement en contact avec les autorités de santé chinoises pour comprendre pourquoi les autorités de santé chinoises ont pris cette décision, plutôt que de demander les avis des uns et des autres, parce que vous savez, quand vous demandez les avis aux gens, il y a 10 personnes, il y a 10 avis différents. Donc c'est pas étonnant qu'il y ait des avis différents. Ce qui est étonnant, c'est qu'on en tienne compte. Travaillez-vous sur d'autres traitements pour lutter contre le Covid-19? Est-ce qu'il y a un vaccin sur lequel vous travaillez à l'Institut, par exemple? Non, si vous voulez, nous, on n'est pas du tout spécialistes des vaccins. Globalement, si vous voulez, à mon avis, il y a eu très peu de situations dans lesquelles on a pu mettre au point, dans le temps de l'épidémie, des vaccins, parce que vous avez bien vu, les épidémies apparaissent et disparaissent. Si vous faites un vaccin qui arrive, le temps que vous l'évaluiez, que vous le mettiez en forme et que vous le testiez, la maladie a disparu. Donc, si vous voulez, je ne crois pas que ce soit une stratégie qui soit fonctionnelle, dans la plupart des cas. Voilà. C'est quand il y a le contre-exemple qu'on a, c'est celui d'Ebola, mais Ebola, ce n'est pas une maladie épidémique, c'est une maladie endémique. Donc, pour la zone d'Ebola, c'est très bien de pouvoir avoir un vaccin, parce que vous savez que vous allez dans cette zone, mais imaginez qu'on ait fait un vaccin contre le SARS. Qu'est-ce que vous feriez d'un vaccin contre le SARS maintenant? Qu'est-ce que vous en feriez? Il n'y a plus de SARS. D'accord? Donc, on ne saurait pas quoi en faire. Donc, vous ne pouvez pas faire des vaccins contre des maladies qui sont des maladies qui font des petites épidémies et qui disparaissent. La propagation du Covid-19 s'est accélérée en Europe, notamment particulièrement en Italie, mais elle s'est ralentie en Chine. Est-ce que selon vous, vous pensez que la France serait prête à faire face à une éventuelle épidémie qui s'annonce? Si vous voulez, je ne peux jamais répondre à des questions qui concernent l'avenir. Voilà. Simplement, ce que j'essaie de dire ici depuis le début, je crois que c'est le plus important, c'est qu'il faut faire attention. Très souvent, la peur est plus dangereuse que la maladie elle-même. La maladie elle-même, pour l'instant, en dehors de la Chine, elle a tué extrêmement peu. Il y a très très peu de morts en dehors de Chine. Donc ça a été un problème chinois qui a l'air
de diminuer et de régresser. Comme souvent, d'ailleurs, on peut penser que, comme beaucoup d'épidémies de coronavirus, ça va disparaître au printemps. C'est ce que font presque toujours les coronavirus. Ça rappelait que le SARS, ça s'est arrêté en juillet. Les coronavirus humains, généralement, nous, on a une série de 2000 coronavirus humains qu'on a diagnostiqués. Ça s'arrête tout le temps au printemps. Donc il est possible que celui-là fasse pareil. Peut-être qu'il fera autrement, parce que c'est un autre virus, mais il est possible que ça fasse pareil. Donc je redoute plus les mesures liées à la peur que le nombre de morts que nous compterons à la fin. Je ne crois pas que le nombre de morts que nous compterons à la fin sera comparable de près ou de loin au nombre de morts qu'on aura eu par la grippe. Pas du tout. Il y en aura beaucoup moins. Mais ce qui me fait peur, c'est la peur des gens. J'ai peur de la panique, j'ai peur de la peur, j'ai peur qu'on détourne les moyens pour quelque chose qui fait peur aux dépens des vraies maladies qui continuent, les infarctus du myocarde, les accidents vasculaires cérébraux, qui ont besoin d'avoir une liberté des services de soins pour qu'on les prenne en charge. Or, si on est trop terrifié par cette maladie, même dans ses formes banales, qui ressemblent à des maladies virales banales, je redoute, si vous voulez, que l'on ait des problèmes. D'autant que on verra à la fin ce qu'on peut estimer être la mortalité, mais la mortalité, en dehors de la zone de Wuhan, la mortalité est assez faible, elle n'est pas plus importante que celle des autres infections virales respiratoires. Donc je pense que il faut être extrêmement calme avec cette histoire-là. Il faut traiter les choses. Vous voyez, nous, on n'est pas du tout nerveux, mais enfin, on est les gens qui ont testé le plus de cas. On a mis en place tous les moyens pour répondre. On est prêt à répondre à toute situation. Mais je pense qu'il faut garder son calme. Voilà. Vous avez dit un peu plus tôt tout à l'heure qu'au printemps ou à l'été, l'épidémie pouvait s'arrêter. Pourquoi? Est-ce que c'est lié à la température, à la chaveur? On ne sait pas pourquoi. Mais si vous voulez, on a toujours constaté... Vous savez ce que veut dire influenza? Influenza, c'est un mot italien. Quand les Italiens ont décrit la grippe, ils ont dit c'est sous l'influence du froid. Influenza di freddo. D'accord? Donc, chez nous, on pensait on identifiait dès ce moment-là qu'il y avait des maladies qui ne survenaient qu'en hiver. D'accord? C'est pour ça que ça s'appelle influenza. Et donc maintenant, c'est pareil, on voit bien qu'il y a des maladies qui n'apparaissent que pendant la saison froide. Mais ce n'est pas lié au froid, parce qu'il y en a aussi bien dans la zone intertropicale, et là, il y en a toute l'année. D'accord? Donc, c'est pas clair. Dans les pays tempérés, dans lesquels il y a des saisons, il y a 4 saisons, c'est dans la saison froide. Et donc, il n'y a pas que le coronavirus, la grippe disparaît pendant la saison froide, la plupart des maladies virales respiratoires disparaissent, et nous, on a l'expérience avec des pèlerins qui vont à la Mecque. Parfois, ils rencontrent des gens qui viennent d'un pays où il y a de la grippe, ils reviennent avec la grippe, et quand ils viennent ici, ils ne sont pas contagieux, parce que ce n'est pas la saison. Donc c'est très compliqué. Les maladies infectieuses sont des maladies d'écosystème, c'est-à-dire que dans un endroit donné, et à un moment donné, elles peuvent se donner, y compris avec les comportements humains. Et moi je pense, je le redis, j'avais dit à la télévision, qu'il y a une chose vraiment, de mon point de vue, si j'ai un conseil à donner aux Chinois, c'est de lutter contre les crachats dans la rue, en particulier en moto, parce que ça, je pense que ça fait des aérosols épouvantables. Et un crachat, c'est 1,2, 1,5 millilitres, alors que quand vous toussez, c'est moins de 1000 fois moins. Donc la toux, c'est 1000 fois moins dangereux qu'un crachat. Et donc, il faut, peu importe, moi je ne juge pas les coutumes, cette coutume, maintenant, on voit bien que c'est dangereux. Voilà. Et donc ça, je pense qu'il doit y avoir, je vous dis encore plus en moto, parce que vous voyez avec le vent, les virus qu'il y a là-dedans, combien vous pouvez répandre de virus là-dedans, c'est extraordinaire. Donc je pense que ça, c'est vraiment un point sur lequel, pour votre pays en particulier, il y a un mode de contamination que nous n'avons pas. Et donc vous voyez, c'est un exemple pour dire que les maladies se développent en fonction de tous les éléments qui sont présents. La chaleur de l'environnement, la densité urbaine, la manière d'expectorer, le fait qu'on se lave les mains ou pas, tous ces éléments-là sont des éléments qui rentrent en jeu dans la transmission et qui rentrent en jeu dans le développement du virus.
Professeur, au vu des dernières évolutions épidémiques et au vu des 130 cas diagnostiqués en France ces dernières semaines, comment voyez-vous la situation actuellement? Encore une fois, moi je ne prédis pas l'avenir, je mets en perspective ce que nous savons, et donc moi je regarde tous les jours South China Morning Post, qui a une quantification de tous les cas dans tous les pays du monde. Donc globalement, quand on regarde hors de l'Extrême-Orient, c'est-à-dire la Chine et les pays qui sont juste à côté, il y a eu 3400 cas ou quelque chose comme ça et 34 morts. Donc 34 morts si vous incluez l'Europe, l'Amérique, l'Océanie, le Moyen-Orient, l'Afrique. Si vous voulez, depuis décembre, c'est quand même pas une catastrophe mondiale. Donc il faut raison garder. Après l'avenir, on verra ce qu'il nous réserve. C'est imprévisible aussi. Mais je crois qu'il faut rester raisonnable. J'ai vu ça depuis très longtemps, depuis 30 ans. J'ai vu ça avec les crises sanitaires. On a vu ça dans les guerres aussi. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand les Allemands sont arrivés dans les Ardennes, il y a 2 tiers des Parisiens sont enfuis de Paris. Et il y a 100 000 qui sont morts, plus que de soldats qui sont morts de panique. Il faut faire attention. Les gens sont très fragiles. Il y a une émotion autour de ça qui est disproportionnée dans l'état actuel. D'autant que la mortalité, si on la regarde, est peut-être un peu plus de 1% dans ce que nous collectons, qui est probablement très au-dessus de la mortalité réelle, parce qu'il y a beaucoup de cas très peu symptomatiques qui ne sont pas diagnostiqués. Donc je pense qu'il y a encore une disproportion là dans la manière dont les gens vivent cet épisode qui est dangereux, plus par la peur que ce qu'il cause, que par le nombre de morts qu'il cause. Qu'est-ce qui se passe actuellement avec la chloroquine? Qu'avez-vous prévu de faire à l'IHU concernant ce traitement? Oui, la chloroquine, c'est vraiment très intéressant parce que ça pose plus généralement une question du XXIe siècle que les Chinois abordent d'une manière intelligente, qui est le repositionnement des molécules anciennes. C'est-à-dire comment on utilise des molécules anciennes, soit pour les ressusciter, soit pour les utiliser à autre chose que sur quoi elles ont prévu. Parce que ça évite tout le coût, d'abord, c'est très bon marché. Deuxièmement, ça évite tout le coût des études de sécurité, puisque c'est des médicaments qui ont déjà été prescrits pendant très longtemps. La chloroquine, c'est 70 ans. Et donc, mais en même temps, on ne sait pas qui c'est qui paye pour faire les études. Ça doit être les États, puisque personne ne va gagner d'argent avec ça. Les gens qui ont l'habitude d'avoir des circuits qui sont les mêmes circuits, qui organisent les congrès, ceux-là ne gagnent plus d'argent. Donc il y a toute une population là qui n'a pas l'habitude de gérer des médicaments qui sont des purs génériques ou qui sont des médicaments anciens. Par exemple, vous voyez, on avait notifié, on avait retrouvé, parce que des gens l'avaient publié, que le premier médicament qui a été utilisé régulièrement dans le traitement du sida, l'AZT, ça marche très très bien sur les colibacilles qui sont résistants aux antibiotiques. Vous voyez, mais qui c'est qui va payer pour faire des études sur le colibacille? Vous voyez, c'est une vraie question. Donc ça suscite des vraies questions, mais là, vous voyez sur ce tableau, là, c'est pas nous, hein, c'est les Norvégiens qui font ça, eh bien les médicaments pour lesquels il y a officiellement des dépôts dans le monde qui ont été déposés, il y a un site dans lequel on doit déposer, les scientifiques doivent déposer les travaux en cours. Vous voyez qu'il y en a un sur l'hydroxychloroquine, qui est le dérivé le plus soluble et plus fonctionnel, et puis il y a 2 antiviraux actuellement qui sont en cours d'évaluation, ce qu'on appelle en phase 3, pour le coronavirus chinois. Et comme pour le coronavirus chinois, il y a une dépêche de l'AFP en anglais, avec le correspondant en Chine, qui dit que le représentant chinois, qui est quelqu'un de très célèbre, c'est M. Zhong, Z-H-O-N-G. Il faut regarder sur Wikipédia pour savoir s'il vaut mieux croire M. Zhong quand il parle de chloroquine ou s'il vaut mieux croire M. Hirsch. Parce que quand même, M. Hirsch, je ne suis pas sûr qu'il ait beaucoup testé de molécules dans sa vie. Donc il faut regarder Wikipédia de M. Zhong, celui de M. Hirsch, c'est le mien. Hein. Et puis après, chacun se fait son opinion avec ce qu'il a. Hein. Mais globalement, dire que l'hydroxychloroquine n'a pas été prescrit, les êtres vivants, je ne sais pas ce que c'est, mais les êtres humains, je sais ce que c'est, parce que quand même, il y a beaucoup de gens qui l'ont testé, dont moi, des milliers d'exemplaires. Et pour le coronavirus, oui, si, les Chinois, qui sont quand même, comme vous voyez, les Chinois, c'est eux qui voient les coronavirus, parce que sur les 89 000 qu'il y a eu, il y en a 80 000 en Chine. Donc si ce n'est pas eux qui font les essais, on ne sait pas trop qui va le faire. Quelles sont les mesures à prendre en France, notamment concernant le diagnostic des patients? Moi, je pense que ce que l'histoire a montré, mais il faut évoluer au fur et à mesure des prélèvements, au fur et à mesure que l'information arrive, c'est que la restriction d'accès au diagnostic a été trop serrée. C'est mon avis, ce que je pensais au départ, c'est la raison pour laquelle nous, on a tout de suite
testé énormément de gens. Pour l'instant, personne n'est passé entre nos mains et peut-être que ça arrivera. Peut-être qu'il y aura quelqu'un qui sera hospitalisé depuis 6 jours à la Timone alors qu'il avait une infection avec ce virus. Et j'aurais honte si c'était le cas. Vous voyez, sans qu'on ait fait le diagnostic, j'aurais honte. Parce qu'on a testé, nous, on a fait 7000 tests, d'accord, pour être sûr de rien laisser passer, et pour rassurer la population en disant qu'il n'y a pas de risque que quelqu'un soit à côté. Et donc on voit, là, il y a des gens qui avaient des pneumonies sévères, qui sont restés 6 jours sans être testés. Et donc ça veut dire que pratiquement à chaque fois, les gens qui auraient été testés, s'ils étaient passés dans le main, n'ont pas été testés parce que la définition était trop courte, tous les laboratoires n'étaient pas prêts à faire des masses de techniques diagnostiques, ce qui doit amener à avoir une réflexion sur les crises et sur la rapidité de réponse et la capacité à faire des milliers de tests quand c'est nécessaire, y compris si ça n'est que pour assurer la population. En termes de recherche, où en est-on sur le coronavirus à l'IHU? Nous, on a eu des prélèvements positifs pour la première fois, donc on a regardé ce qu'on pouvait faire très vite. Donc le cas est arrivé dans la nuit, dans la matinée. 1 heure après que je suis arrivé, j'avais les premières photos en microscopie électronique. C'est un très beau virus, vous regardez les photos. Hein. Et puis, deuxièmement, on a lancé tout de suite la séquence pour avoir son génome. Le premier génome a été publié par les Chinois. On était contents parce que dans la matinée, en utilisant un système qui s'appelle Nanopore, on avait les 2 tiers du génome du virus. Donc on peut aller extraordinairement vite avec les outils actuels si on est en même temps les prélèvements, les malades et les techniques qui actuellement permettent de faire du diagnostic à cette vitesse. Et maintenant que le virus est en culture, qu'allez-vous en faire? Alors on a plusieurs virus en culture, et ce qu'on va tester, bien entendu, c'est l'hydroxychloroquine aux doses dont on sait qu'elles sont non toxiques et habituelles, parce qu'on a encore une fois une très très grosse expérience, et on va tester en parallèle une autre molécule qui est connue comme étant efficace, qui est un antibiotique antibactérien, qui est aussi sur ce tableau, qui s'appelle le Targocid, la técoplanine, et puis on va en tester un autre sur lequel, manifestement, il y a beaucoup de virus de ce groupe qui sont sensibles. Puis il y a un travail coréen qui montre que ça a cassé manifestement l'expression du virus, qui est l'azithromycine, qui est un médicament banal qui en plus prévient des surinfections. Donc on veut les analyser en association pour voir quelle est l'association optimale qui permet de prendre en charge ces patients, au moins sur les virus que nous isolerons. Merci. Plus je suis la saga du coronavirus, moins je crains le virus, mais plus je crains la bêtise humaine. En fait, on meurt d'un processus de réparation, on meurt d'un processus de guérison, on meurt d'un processus de rééquilibrage, mais où la situation de déséquilibre a été présente trop longtemps et de façon trop intense. Et donc, du coup, la biologie du corps n'est plus capable d'encaisser ce processus de rééquilibrage et donc, vous mourrez. Mais donc, vous ne mourrez pas à cause du virus, vous ne mourrez pas à cause de la bactérie, vous ne mourrez pas à cause du champignon. Oui, le virus est là pendant votre maladie. Oui, la bactérie est là pendant la maladie. Oui, le champignon est là pendant la maladie. Mais en fait, eux, ils n'en peuvent rien. On leur a juste demandé de rameuter tous les copains pour faire un effet bulldozer et pour rejeter tout le déséquilibre en une fois. Et à ce moment-là, vous mourrez. Donc, devez-vous craindre le coronavirus? Absolument pas. Le professeur Didier Raoult, qui me paraît être le plus mesuré et le plus crédible dans toute cette histoire, est en train de nous dire, écoutez, il y a déjà eu 13 coronavirus dans la grippe saisonnière qui circulent chaque année. Le coronavirus 2019 ne serait que le 14e coronavirus connu. Écoutez, il n'y a pas de quoi s'exciter. En plus, on se rend compte qu'un certain nombre de personnes disent qu'il y a certains remèdes qui ont l'air de très très bien fonctionner. La vitamine C en haute dose, c'est toujours quelque chose qui pourra vous faire du bien et booster votre système immunitaire. Certains, alors ça j'ai pas la preuve, mais j'ai entendu dire que certaines personnes atteintes du coronavirus
avait fait une thérapie à l'oxygène, donc en fait simplement reprendre de l'oxygène pur, et cet oxygène pur avait éliminé le coronavirus. Et une piste qui me paraît très sérieuse, c'est l'utilisation de chloroquine, qui est en fait un peu l'équivalent de la nivaquine, c'est-à-dire un vieux médicament de 70 ans qui existe depuis longtemps et qui était utilisé jusqu'à présent pour lutter contre le paludisme. Et il semble que les Chinois aient expérimenté avec succès sur 100 patients testés positifs la chloroquine, et la totalité de ces patients ont sont redevenus négatifs au niveau du coronavirus. Bon. Donc en fait, je dirais que la seule chose que vous devriez craindre, c'est que vous soyez déjà en déséquilibre. C'est-à-dire que en fait, votre système immunitaire est déjà dégradé de par vos habitudes de vie. Et finalement, le virus, lui, il n'a aucune responsabilité. C'est comme les gendarmes ou les policiers ou les ambulanciers ou les pompiers. C'est pas eux qui ont provoqué la mort du conducteur qui roulait à du 240 km/h sur l'autoroute. Non, eux, ils viennent pour essayer de réparer les dégâts et pour nettoyer la chaussée. C'est tout ce qu'ils font. Mais mettez-vous cette image en tête. Si vous tombez malade, c'est parce que vous avez eu des habitudes de vie, mais ce n'est pas seulement des habitudes physiques, c'est aussi des habitudes psychologiques, des habitudes émotionnelles qui ont dégradé votre équilibre. Parce que votre psychisme et votre physique sont l'avers et le revers d'une même médaille. C'est la même chose. Le corps physique est le reflet du psychisme et le psychisme est le reflet du physique. Donc, si vous êtes en stress permanent, même si vous mangez biologique et que vous mangez vegan, vous pouvez très bien contracter un cancer parce que votre stress et les chocs que vous n'êtes pas capable d'encaisser vont déclencher un cancer. Inversement, si vous avez une hygiène de vie absolument désastreuse, c'est clair que d'abord, ça va avoir un impact sur votre équilibre psychologique, émotionnel, mais en plus, ça va dégrader votre qualité de vie, etc. etc. Et ça va, dans les deux cas, diminuer l'équilibre de votre système immunitaire. Donc, si déjà vous êtes capable de comprendre que la seule chose que vous ayez à faire, votre seule responsabilité, et ça, personne au niveau de l'État ne pourra vous empêcher de le faire, c'est de prendre soin de votre équilibre. C'est tout. Et si vous tombez malade, vous n'aurez qu'à vous en prendre à vous-même. Je suis désolé d'être aussi direct avec vous, mais ça suffit de nous déresponsabiliser de l'état de santé dans lequel nous nous sommes. Si vous bouffez du sucre à longueur d'année, si vous avez des habitudes de consommation d'alcool régulière, de consommation de cigarettes, de nourriture dénaturée, de surconsommation de viande, de surconsommation de produits laitiers, je suis désolé. Et si en plus vous nourrissez votre psychisme de pensées négatives, que vous écoutez tous les journaux télévisés, tous les journaux radio pour vous repaître de toute la misère du monde, et si à ce moment-là, après ça, vous tombez malade, je dis, il y a peut-être un lien de cause à effet. Et votre virus, là, lui, il vient juste pour nettoyer les choses par la suite. Donc, vous ne serez atteint du virus. Atteint du virus, ça veut même rien dire, vous voyez. Quand il y a des gens qui me disent « Ah, Jean-Jacques, je ne t'embrasse pas aujourd'hui parce que j'ai un virus. » Vous savez ce que je fais? Je les embrasse sur les 2 joues plutôt qu'une joue, ou 4 fois plutôt que 2, en rigolant et en les prenant dans mes bras, en disant « Oh, tu sais, je n'ai pas peur des virus. » Parce que, en faisant ça, je vais intégrer le virus de cette personne. Et puis après, si mon corps n'en a pas besoin, il va en rien en faire. Ça va?
Mais ce qui m'emmerde dans toute cette affaire-là, ça fait quand même 40 minutes déjà que je parle, ah là là, je suis vraiment trop long, mais bon, écoutez, j'espère que ça vous est utile tout ce que je vous raconte. Ce qui m'emmerde, c'est que les médias sont en train de jouer un jeu extrêmement pervers. Et ce jeu pervers, c'est de vous dire à la fois quelque chose et son contraire. Les médias sont en train de vous dire, vous savez, le virus finalement n'est pas si mortel que ça, taux de létalité 2% et encore, on n'a pas tous les chiffres des gens qui sont positifs, donc probablement que le taux de létalité est de 0,3 à 1%, et l'équivalent ou peut-être moins que la grippe saisonnière, donc il n'y a pas à paniquer. Et en même temps, les mêmes médias vous parlent 20 fois par jour du nombre de cas que l'on a détectés, du nombre de cas de mortalité, donc du nombre de personnes qui sont mortes, et on vous dit ça 20 à 30 fois par jour. Est-ce que vous voyez la perversion du message en termes de conditionnement? Et donc là, on revient dans le thème des conversations du lundi. C'est un conditionnement par la terreur, c'est le management par la terreur. On est en train de vous dire, ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. C'est comme la ministre de la Santé française qui disait « Vous n'avez pas besoin de porter un masque » et en même temps, elle portait son masque. Alors moi, j'ai résolu le problème de la pénurie des masques. Donc voilà, ça c'est la solution pour toutes les personnes. Ça ne marche pas avec les boxers, mais par contre, vous pouvez utiliser un slip, un string, une culotte, pour vous balader si vous avez vraiment peur des méchants virus. Alors, ce qui est très drôle, c'est que l'ex-ministre de la Santé, parce que je me demande pourquoi elle a démissionné en pleine crise d'épidémie, et où elle a déclaré d'ailleurs en démissionnant le 16 février dernier que bientôt ça allait devenir une pandémie. Je ne comprends pas comment elle dit que les masques ne servent à rien et en même temps elle apparaissait dans les médias avec un masque. Et de toute façon, effectivement, ces masques ne servent à rien. Ils sont totalement inefficaces. Les seuls masques qui pourraient être efficaces pour vraiment se protéger de tous les microbes, vous n'y aurez jamais accès parce que ce sont des masques professionnels, ce sont des masques que les militaires portent, ce sont les masques que les gens qui travaillent dans des laboratoires P4 portent, mais les masques qu'on vous vend en pharmacie, là, c'est de l'arnaque, ça ne sert à rien. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est toute une série de médecins et de virologues qui disent « Bon, on va arrêter de paniquer. » Ce qui m'emmerde dans la situation actuelle, c'est qu'on est en train de jouer avec vos nerfs. On est en train de vous faire peur avec une épidémie qui ne fait même pas le nombre de morts qu'habituellement la grippe saisonnière fait. C'est-à-dire qu'on est dans un remake de la grippe H1N1. On nous avait prédit une fin du monde apocalyptique et finalement il y a eu beaucoup moins de morts de la grippe cette année-là qu'il n'y en avait habituellement. Je vous rappelle, c'est entre 250 000 et 750 000 morts par an de la grippe, pendant la période de la grippe, parce qu'on ne devrait même pas dire que les gens sont morts de la grippe, ils sont morts d'un tas de choses à l'occasion de la grippe saisonnière. Vous savez combien de morts il peut y avoir de la grippe en Chine où ils ont 1,6 milliard de personnes. J'ai arrêté de me tenir au courant du nombre de personnes qui vivent en Chine. Ça peut aller jusqu'à 400 000 morts de la grippe pendant la saison de l'hiver. Et on vous emmerde avec 2200 morts en Chine. Attendez, vous n'en avez pas marre qu'on se foute de votre gueule là? 2200 morts en Chine, dans une population de 1,6 milliard. Et on vous emmerde 20 à 30 fois par jour dans les médias avec ça. Est-ce que vous allez arrêter de paniquer là? Vous savez combien de morts il y a en France chaque année de la grippe? 10 000 personnes. On vous parle de combien de personnes là, au niveau de la grippe causée par le coronavirus? Est-ce que vous vous êtes posé les questions élémentaires plutôt que de paniquer comme des cons? Non mais là, je
je m'adresse à vous de façon un peu violente parce qu'il est temps que vous vous réveillez, hein, les gars et les filles. Là. On vous manipule. On est en train de vous dire, il n'y a pas de danger, mais en même temps, on vous parle de quarantaine, on vous parle d'isolement, on vous parle de vaccination qu'on n'a pas encore, mais ça s'en vient, etc. Est-ce que vous vous êtes posé un certain nombre de questions élémentaires? Je vous les pose, ces questions, et puis vous allez y répondre vous-même. Pourquoi est-ce que les médias ne nous parlent plus ou ne nous parlent pas du fait qu'à Wuhan, il y avait un laboratoire de niveau de sécurité P4? Pourquoi est-ce qu'aucun média ne parle de l'origine manipulée du coronavirus? Pourquoi est-ce que les médias nous essayent de nous faire croire que le coronavirus est un virus naturel qui a muté de la chauve-souris vers, comment est-ce qu'il s'appelle l'autre là, le pangolin. Voilà, j'avais jamais entendu parler de cet animal-là. Pourquoi est-ce qu'aucun média ne nous cite l'étude du Lancet qui montrait qu'en fait les premiers cas de personnes contaminées n'avaient jamais fréquenté le marché aux poissons, enfin, ou le marché humide, hein, c'est le marché humide. Est-ce que vous vous êtes demandé comment une chauve-souris avait pu contaminer la Chine, enfin des chauves-souris avaient pu contaminer la Chine, alors qu'à cette période de l'année, les chauves-souris hibernent. Vous savez que les chauves-souris, elles hibernent en dessous dès que la température est en dessous de 12 degrés centigrades, les chauves-souris, elles hibernent. J'ai été regarder le climat de Wuhan, donc ou je dirais les variations de température dans Wuhan en novembre, décembre, janvier, février. Les chauves-souris, elles hibernent pour l'instant. Ah oui, elles ont peut-être baisé avec un pangolin avant d'hiberner. Ouais, ça c'est peut-être vrai, effectivement. Est-ce que vous vous êtes demandé aussi comment est-ce qu'ils ont fait pour qu'il y ait autant de kits de détection du coronavirus 2019, donc ce coronavirus-là, comment est-ce qu'ils ont fait pour avoir des millions de kits de détection en quelques jours partout sur la planète? Est-ce que vous vous êtes posé cette question-là? Est-ce que ces kits de détection qui sont disponibles en France, aux États-Unis, au Canada, etc., et qui permettent d'affirmer, voilà, encore des cas révélés positifs au coronavirus, est-ce que c'est vraiment positif au coronavirus? Est-ce que ces kits sont des kits de détection? Alors deux choses l'une, soit les kits existaient déjà parce qu'ils avaient déjà mis en place tous leurs coûts et donc ils se sont dit on va créer une pandémie au coronavirus mais on va déjà fournir tous les pays avec des kits, ou alors ces kits ne détectent rien du tout ou ils détectent les virus de façon générale. Donc, est-ce que les cas réputés positifs sont vraiment des cas uniquement de coronavirus 2019, c'est-à-dire le Covid-19? Quand on entend le professeur Raoult qui dit qu'il y avait déjà 13 coronavirus en circulation, il y en a un 14e. Et il n'y a pas de quoi s'exciter. Est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi la réunion qui a eu lieu en octobre 2019 sur est-ce que les pays sont préparés à une pandémie? Ils sont réunis avec Bill Gates et enfin toute la clique habituelle. Et est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi est-ce que l'essentiel de leurs préoccupations c'était de savoir quel était l'impact financier d'une pandémie? Pas du tout l'impact en termes de santé publique ou en termes de mort. Hein. Ouais. Je me suis même demandé pourquoi la France venait de changer de ministre de la Santé. Je vous avoue que moi, je ne comprends pas très très bien. Je me suis demandé aussi pourquoi le 5 décembre, en France, on avait voté, on avait proposé un projet de loi permettant de mettre en quarantaine les gens qui étaient soupçonnés d'être porteurs d'un virus. Et c'est une loi qui a été votée là maintenant au mois de février. Vous
voyez, je pourrais continuer les questions comme ça jusque demain matin. Il y a plein de choses vraiment bizarres. Et ce qui m'emmerde, c'est que si vous vous laissez atteindre par la peur, alors qu'il n'y a pas à avoir peur, sauf si votre santé est dégradée, mais là, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein, c'est renforcer votre système immunitaire, retrouver l'équilibre de votre corps. Mais si on vous manage bien par la terreur, et en même temps on vous dit « ouais, il n'y a pas de vaccin disponible, on y travaille et le vaccin sera disponible dans 6 à 18 mois ». Dans 6 mois, ça fait quoi ça? Ça fait le mois de septembre, ça fait le début de la prochaine saison de la grippe. Est-ce qu'à ce moment-là, on ne va pas faire une publicité monstre pour « vaccinez-vous contre la grippe au coronavirus 2019 hein, ». C'est un peu comme le Beaujolais nouveau, quoi, hein. Le Beaujolais nouveau 2019 est arrivé. Allez, précipitez-vous dessus là. Donc il va y avoir toute une série d'imbéciles qui vont aller se faire vacciner contre la grippe, la nouvelle grippe, Covid-19, dont le virus se sera répandu dans toute la population de façon asymptomatique, c'est-à-dire sans symptômes. Et là, on risque d'avoir un scénario qui serait que les gens qui vont être vaccinés les premiers vont tomber malades. Et on va dire, voilà, la vaccination n'a pas suffisamment bien fonctionné, ou n'avait pas fait les rappels, ou on ne sait pas. Et regardez, c'est effectivement le coronavirus 19, enfin Covid-19, qui est à l'œuvre en train de menacer la vie de tout le monde. Et donc les gens vont commencer à tomber comme des mouches, comme ça s'est passé, moi ça je l'explique dans l'autre vidéo, comme ça s'est passé lorsqu'on a essayé d'éradiquer la variole, ou éradiquer la polio en Inde, ou comme ça s'est passé dans un collège au Québec, où en voulant protéger les étudiants d'une future épidémie de méningite, il y a eu des dizaines d'étudiants qui sont morts de la méningite, de la même façon qu'il y a eu des dizaines de milliers de morts de la polio au moment où on a mis en place la campagne de vaccination contre la polio. C'est-à-dire qu'en fait, pour le dire clairement, les vaccins ont provoqué la maladie contre laquelle ils étaient supposés protéger la population. Et est-ce que ce n'est pas la même chose qui va se passer l'automne prochain, en automne 2020 ? C'est qu'on va vacciner les premières personnes contre le coronavirus. Ces personnes vont tomber comme des mouches et là, ça va paniquer complètement la population qui aura été bien préparée maintenant et tout le monde va aller courir pour aller se faire vacciner. Et ceux qui refuseront de se faire vacciner, ils vont être mis en quarantaine ou ils vont être forcés de rester à résidence grâce à la loi qui vient d'être votée. Moi, c'est plus ça qui m'embête aujourd'hui dans la situation. C'est qu'on est en train de vous préparer à accepter de vous faire vacciner de force et à accepter d'être mis en quarantaine de force à partir du moment où vous êtes soupçonné d'être porteur ou d'avoir été infecté par quelqu'un que vous avez fréquenté. C'est une très très bonne façon de mettre fin à tous les mouvements de protestation sociale qui existent dans le monde actuellement. Alors réfléchissez à ça. Et sortez couverts. Ben, vous pouvez y mettre des couleurs, hein, voyez. Ça peut être aussi une stratégie, c'est de mettre un peu de joie dans votre vie. Je vous embrasse. Plein de virus. Vous savez ça, hein, quand on s'embrasse, on échange plein de virus, plein de bactéries, plein de champignons. Mais qu'est-ce que c'est bon de s'embrasser. Et je vous retrouve la semaine prochaine.